et bienvenue pour ce cours de chimie niveau seconde. Donc le programme de seconde, il est généralement constitué de deux grosses parties, une sur la caractérisation de la matière aux échelles macroscopiques et microscopiques, et une autre sur les transformations de la matière. Nous, on va plutôt décomposer ça en trois parties. Une première sur la caractérisation de la matière à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir. Et dans une seconde partie que nous appellerons modélisation de la matière, nous allons représenter la matière qu'on ne peut pas observer, la matière à l'échelle microscopique, voire à des échelles inférieures. Donc on va la représenter telle qu'on l'imagine, puisque ce sont des choses qu'on ne peut pas observer, même au microscope, comme les atomes, les protons, les électrons, etc. Et dans une troisième partie, on parlera des transformations de la matière. Nous étudierons à ce moment-là trois types de transformations, les transformations physiques, chimiques et nucléaires. Et dans cette vidéo, nous allons voir la première partie du programme sur la caractérisation de la matière à l'échelle macroscopique qui contient deux chapitres. Vous pouvez passer d'un chapitre à l'autre dans la description de la vidéo et bien sûr télécharger les fiches de cours associées à ces deux chapitres. Et commençons tout de suite avec le premier de ces deux chapitres, le chapitre sur les corps purs et les mélanges. Alors au cours de ce chapitre, nous allons rappeler quelques définitions essentielles que vous avez d'ailleurs déjà vues au collège et qui vont nous permettre de bien démarrer l'année de seconde en physique-chimie. Ensuite, nous verrons comment quantifier un mélange en faisant des calculs de proportion et de pourcentage. Puis nous verrons comment identifier les espèces contenues dans un mélange, que ce soit avec des tests chimiques ou bien avec des mesures physiques. Et vous aurez au cours de ce chapitre deux formules à retenir, les deux formules qui s'affichent à l'écran. Et enfin, nous verrons comment séparer les différents constituants d'un mélange avec des techniques que vous avez pu voir au collège ou alors des nouvelles techniques. Commençons donc avec une première définition, les entités chimiques. Donc ce sont des très petites particules qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Nous les détaillerons bien sûr dans la deuxième partie du programme. Pour l'instant, juste sachez, retenez qu'il en existe trois types. Vous avez par exemple les atomes, constitués d'un noyau et d'un nuage électronique. Vous pouvez également avoir des ions, donc ce sont tout simplement des atomes qui ont perdu ou gagné un électron sur leur nuage électronique. Et enfin les molécules qui sont un groupe de plusieurs atomes qui se sont mis ensemble. Maintenant, lorsqu'on parle d'espèces chimiques, on parle d'un bloc de matière que l'on est capable de voir à l'œil nu et qui est constitué d'un très grand nombre d'entités chimiques. Donc soit des atomes, soit des ions, soit des molécules. Et c'est ici ce qui va nous intéresser dans cette partie du programme sur la description de la matière à l'échelle macroscopique. Donc, par exemple, l'eau, qu'on peut distinguer à l'œil nu, c'est une espèce chimique qui est constituée de plein de molécules d'eau. Donc les molécules d'eau, c'est un groupe de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. On peut également penser au fer, qui est un bloc de matière qu'on peut distinguer et qui est constitué uniquement d'atomes de fer. Donc lorsqu'on observe un bloc de matière, qu'il soit solide ou liquide, on dit qu'il s'agit d'un corps pur lorsqu'il est constitué d'une seule espèce chimique. Le fer, qu'on vient de voir, c'est un corps pur parce qu'il est uniquement composé d'atomes de fer. On parle d'un corps pur simple. L'eau, en réalité, c'est également un corps pur parce qu'il est uniquement composé de molécules d'eau. Par contre, c'est un corps pur composé, vu qu'il est constitué d'atomes de deux types, les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène. Nous parlerons en revanche de mélange lorsque le solide ou le liquide qu'on observe, il est constitué de plusieurs espèces chimiques différentes. Concernant les liquides, on peut parler de boissons, donc qui sont constituées d'eau mélangée avec des sirops, des gaz ou d'autres espèces chimiques. Et pour les solides, on peut également avoir des mélanges de métaux. C'est très rare d'utiliser du fer pur dans l'industrie. Pour construire des voitures, par exemple, on ne va pas utiliser du fer parce que c'est trop lourd. On utilisera plutôt de l'acier. Et l'acier, c'est en réalité un mélange de fer avec du carbone. Donc nous allons voir deux types de mélanges différents. Le premier type, ce sera les mélanges homogènes. Donc si un mélange est homogène, cela veut dire que nous ne pouvons pas distinguer les différents constituants du mélange. Par exemple, le sirop de grenadine, on sait qu'il y a de l'eau et de la grenadine dedans, mais on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Les deux éléments sont parfaitement mélangés. Si on regarde une barre d'acier industriel, qui comme nous avons dit est un mélange de fer et de carbone, eh bien on va constater une pièce de métal uniforme. Il est impossible de distinguer le fer du carbone.
Enfin, nous n'avons pas parlé de mélange gazeux, mais l'air que nous respirons, c'est un mélange de gaz. L'atmosphère terrestre, il est constitué de 21% de dioxygène et 78% de diazote environ, ainsi que plusieurs autres gaz dans des très petites proportions. Et ce mélange, l'air, il est également homogène. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas distinguer le dioxygène du diazote ou du dioxyde de carbone. On ne peut pas voir les différents éléments contenus dans l'air. Et alors le deuxième type de mélange à connaître, ce sont les mélanges hétérogènes. Donc cette fois-ci, on dit qu'un mélange il est hétérogène si on peut constater les différentes espèces chimiques qui le composent. Par exemple, si on observe un mélange liquide d'eau et d'huile, on arrivera bien à distinguer deux phases, une phase d'eau et une phase d'huile. Les deux éléments ne se mélangent jamais parfaitement, et on est donc en présence d'un mélange hétérogène. Concernant les mélanges solides, on peut penser par exemple à une salade de fruits, où on peut bien distinguer les fraises, des raisins ou d'autres fruits. On parle ici également donc d'un mélange hétérogène. On peut sinon penser à un mélange de pâte à modeler de différentes couleurs qui, bien que mélangées, on va continuer de distinguer différentes phases. Une phase verte et une phase orange ici. Nous avons donc de nouveau un mélange hétérogène. Nous avons donc déjà quelques définitions à retenir. Nous avons les entités chimiques, invisibles à l'œil nu, les espèces chimiques qui sont des blocs de matière que l'on peut voir, les corps purs lorsque le bloc de matière ne contient qu'un seul type d'espèce chimique, et nous avons les deux types de mélanges possibles lorsqu'il y a plusieurs espèces chimiques contenues dans notre bloc de matière. Nous allons terminer avec un vocabulaire propre aux mélanges liquides que nous allons beaucoup utiliser au lycée en chimie. Donc lorsque nous sommes en présence d'un mélange liquide, déjà nous devons appeler ça une solution chimique. Et donc pour obtenir une solution chimique ou un mélange liquide, nous avons deux manières. Soit on va mélanger deux liquides entre eux, soit on va mélanger un solide avec un liquide. Dans le cas où on mélange deux liquides entre eux, s'ils se mélangent parfaitement et qu'on obtient un mélange homogène, comme c'était le cas avec le sirop de grenadine, alors on dit que les deux espèces chimiques, l'eau et le sirop en l'occurrence, sont des espèces miscibles. S'ils ne se mélangent pas, comme c'était le cas avec l'eau et l'huile, on va dire que les espèces chimiques eau et huile ne sont pas miscibles. Dans le cas où nous allons mélanger un liquide avec un solide, le solide sera appelé le soluté, tandis que le liquide, lui, sera appelé le solvant. Voici un petit tableau récapitulatif qui nous permet de revoir tous ces mots de vocabulaire, et un dernier important en rouge. Si on mélange un solide avec un liquide, et que les deux espèces se mélangent parfaitement, qu'on obtient un mélange homogène, c'est ce qui se produit par exemple lorsqu'on va mélanger du sucre et de l'eau, et bien dans ce cas, le soluté, on dit qu'il est soluble dans l'eau. Ainsi, le sucre, il est soluble dans l'eau. Si on refait l'expérience avec du sable, on constatera qu'il ne se mélangera pas avec l'eau. Et le sable, ainsi, n'est pas soluble dans l'eau. Donc voilà qui conclut cette première partie sur le vocabulaire à connaître pour bien démarrer l'année de seconde. Nous allons rentrer à présent un peu plus dans le détail des mélanges. Nous allons voir comment quantifier nos mélanges. Nous allons étudier la composition massique de nos mélanges, c'est-à-dire on va essayer de trouver quelle est la proportion de chacune des espèces chimiques contenues dans le mélange. Donc, prenons par exemple un mélange qui est constitué de deux éléments seulement, qu'on appellera l'élément A et l'élément B. Afin de connaître la proportion de A dans le mélange, il va suffire d'appliquer la formule suivante. La proportion de A, elle est égale à la masse de A divisée par la masse totale du mélange. Un petit exemple avec un mélange solide d'acier par exemple. Donc, dans 100 g d'acier, il y a 3 g de carbone mélangés avec 97 g de fer. Donc quelle serait la proportion de carbone dans l'acier? Eh bien, si on applique la formule, cela nous donne que la proportion de carbone est égale à la masse de carbone divisée par la masse de l'acier, car ici l'acier est le mélange. On effectue donc le calcul, 3 g divisé par 100 g, et on trouve 0,03. Donc la proportion de carbone dans l'acier, c'est 0,03. Nous avons calculé la proportion et il est possible à présent d'en déduire le pourcentage. Grâce à cette valeur de la proportion, nous allons trouver le pourcentage. En effet, si on multiplie la proportion par 100, on va obtenir le pourcentage.
Donc comme nous avons une proportion de 0,03, le pourcentage de carbone dans notre acier, c'est 3%. J'aurais également pu vous demander quelle est la proportion de fer dans notre morceau de 100 g d'acier. Nous aurions alors eu une proportion de 0,97 en appliquant la formule. Et si nous avions une proportion de 0,97, nous savons que cela correspond à un pourcentage de 97%. Donc sachez que lorsque la proportion vaut 1, le pourcentage c'est 100%. Nous allons maintenant nous intéresser aux proportions dans les mélanges liquides à travers un petit exercice d'application. Donc nous avons ici Mélanie qui a voulu faire un cocktail et elle a ainsi mélangé 33 g de cola avec 15 g de rhum et 2 g de grenadine. On veut savoir si elle a bien suivi la recette, sachant que la recette disait de faire un cocktail avec 70% de cola, 26% de rhum et 4% de grenadine. Donc pour résoudre cet exercice et trouver les pourcentages que Mélanie a obtenus, on va calculer dans quelle proportion elle a mis chacun des ingrédients en appliquant la formule. Mais rappelez-vous que pour appliquer cette formule, il faut connaître la masse de l'ingrédient et la masse totale du mélange. Donc commençons par calculer la masse totale de ce mélange. Et s'il y a 33 g de cola plus 15 g de rhum et 2 g de grenadine, cela donne une masse totale pour notre mélange de 50 g. Calculons donc la proportion de cola qu'elle a mis en appliquant notre formule. Donc on sait qu'il y a 33 g de cola dans le mélange et que le mélange pèse 50 g. En divisant la première valeur par la seconde, on va obtenir une proportion de 0,66. Nous avions vu qu'une proportion de 0,66 correspond à un pourcentage de 66%. Donc dans son cocktail, elle a mis 66% de cola, alors que la recette indiquait 70%. Donc calculons tout de même nos deux autres proportions pour terminer l'exercice. Concernant le rhum, on divise la masse de rhum par la masse totale du mélange. On fait 15 divisé par 50 et on obtient 0,3. Si on a une proportion de 0,3, cela correspond à un pourcentage de 30%. Et enfin, la grenadine, 2 divisé par 50, nous obtenons une proportion de 0,04, soit un pourcentage de 4%. Donc si on compare avec les données de l'exercice, on constate qu'elle n'a pas totalement suivi la recette. Pour la grenadine, 4% c'est bon, mais il y a un petit peu trop de rhum, 30% au lieu de 26, et pas assez de cola, 66% au lieu de 70%. Nous avons donc terminé la première partie sur la quantification des mélanges, où il suffit finalement de calculer une proportion avec la formule et d'en déduire le pourcentage. Intéressons-nous à présent à la partie identification d'un mélange. Nous allons voir comment trouver quels sont les composants du mélange. Donc pour cela, il y a deux méthodes, les mesures physiques ou les tests chimiques. Nous allons commencer par voir les tests chimiques qui permettent d'identifier certains composants et que vous avez normalement vus en classe de collège. Le premier test de reconnaissance que vous avez normalement vu, c'est le test de reconnaissance de l'eau. Donc pour cela, on dépose une goutte de notre mélange sur de la poudre de sulfate de cuivre anhydre. Et si la poudre devient bleue, cela signifie que notre mélange liquide contenait bien de l'eau. On a donc réussi à identifier une espèce chimique de notre mélange, l'eau. Un deuxième test de reconnaissance que vous avez pu voir au collège, c'est le test de reconnaissance du dioxygène. Donc pour cela, on va recueillir un gaz dans un flacon et on y place une petite bûchette incandescente, c'est-à-dire une bûchette, un petit bâton qu'on a fraîchement éteint, qui est encore rouge. Et si la combustion reprend vivement, que la bûchette se rallume, cela veut dire que notre gaz contient bien du dioxygène. Un autre test de reconnaissance à retenir, c'est le test de reconnaissance du dihydrogène. Donc on recueille le gaz dans un tube à essai et on approche une allumette enflammée de l'ouverture. Si à ce moment-là le tube contient du dihydrogène, on va entendre une petite détonation et il va se former des gouttelettes d'eau dans le tube à essai. Enfin, un dernier test de reconnaissance que vous avez pu voir, c'est le test de reconnaissance du dioxyde de carbone. Donc pour celui-ci, on utilise de l'eau de chaux. On peut basiquement verser de l'eau de chaux dans un flacon qui contient un gaz, et si l'eau de chaux devient trouble, qu'on a un précipité blanc de carbonate de calcium qui apparaît, cela voudra dire qu'il y avait bien du dioxyde de carbone dans notre flacon. Nous allons maintenant nous intéresser à l'identification des espèces chimiques via des mesures physiques. Et tout d'abord, on va s'intéresser à la mesure de la masse volumique, dont vous avez déjà probablement entendu parler. Si on compare 1 kg de plume avec 1 kg de plomb, on va vite constater qu'ils n'occupent pas le même volume. 1 kg de plume, ça va prendre beaucoup plus de place qu'un kg de plomb. Maintenant, si on prend un volume fixe de 1 m3 par exemple, donc un carré d'1 mètre de côté sur 1 mètre de hauteur,
et qu'on s'amuse à le remplir dans un premier cas avec des plumes et dans un second cas avec du plomb, à la fin on va constater que notre mètre cube de plume il est beaucoup plus léger que le mètre cube de plomb. Car pour un volume déterminé, chaque espèce chimique va avoir une masse qui lui est propre. Donc un mètre cube de plomb, ça va avoir une masse différente qu'un mètre cube de cuivre ou qu'un mètre cube de fer. Et un mètre cube d'eau, ça va avoir une masse différente qu'un mètre cube d'alcool ou qu'un mètre cube d'huile. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque espèce chimique, elle a une masse volumique qui lui est propre. Et pour calculer cette masse volumique, on doit utiliser la formule suivante et diviser la masse de l'espèce chimique par son volume. La masse volumique, ce sera le résultat du calcul, on le note ρ, avec la lettre grecque ρ. Donc parlons un petit peu des unités de cette formule. La masse petit m, elle est généralement donnée en grammes ou en kilogrammes. Le volume grand V, il est donné en mètres cubes, mais il peut être aussi donné en décimètres cubes, en litres, en millilitres. Et l'unité de la masse volumique, elle dépendra donc des unités que vous avez utilisées pour votre masse et pour votre volume. Si vous divisez des kilogrammes par des mètres cubes, votre masse volumique s'exprimera en kilogrammes par mètre cube. Par contre, si vous divisez des grammes par des litres, votre masse volumique ρ, elle s'exprimera en grammes par litre. Maintenant, en classe de seconde, lorsqu'on va parler de kilogrammes par mètre cube, on va noter cela kilogramme fois mètre moins 3. Il s'agit simplement d'une notation différente, ça veut dire la même chose, et c'est la notation qu'on va utiliser pour tout le lycée. En mathématiques, par exemple, lorsque vous divisez 1 par 10, vous obtenez 0,1, soit 10 puissance moins 1. Si vous divisez 1 par 100, vous obtenez 0,01, soit 10 puissance moins 2. 1 par 1000, 0,001, soit 10 puissance moins 3. Donc finalement, on peut dire que 1 sur 10, c'est égal à 10 puissance moins 1. 1 sur 100, ou bien 1 sur 10 puissance 2, c'est égal à 10 puissance moins 2. Et 1 sur 1000, ou 1 sur 10 puissance 3, c'est égal à 10 puissance moins 3. Et bien avec les unités, ce sera pareil. Donc 1 sur des litres, ce sera des litres puissance moins 1. 1 sur des mètres cubes, ça nous donnera des mètres puissance moins 3. Et si on avait eu 1 sur des mètres carrés, ça nous aurait donné des mètres puissance moins 2. C'est pour cela que les kilogrammes divisés par des mètres cubes, nous appelons ça en seconde des kilogrammes fois mètre puissance moins 3. Que les grammes divisés par des litres, nous appelons ça des grammes fois litre puissance moins 1. Donc en classe de seconde, on doit rapidement se familiariser avec cette nouvelle manière de noter les unités. Nous avons donc vu que chaque espèce chimique elle a une masse volumique qui lui est propre. Par exemple, l'or, ce sera 19,3 kg par décimètre cube. Donc en classe de seconde, on note ça, kg fois décimètre puissance moins 3. Donc cela signifie que 1 décimètre cube d'or, ça va peser forcément 19,3 kg. Regardons ce petit exercice d'application. Imaginons qu'on trouve un lingot qui ressemble à de l'or et on souhaite vérifier si effectivement c'est bien de l'or. On va pour cela utiliser la formule de la masse volumique. Donc pour ceci, nous allons devoir connaître la masse de notre lingot, petit m, et son volume, grand V. Donc pour la masse facile, je vais peser mon lingot. Disons qu'il fait 1 kg, tout pile. Donc mon petit m est égal à 1 kg. Donc cherchons à présent le volume grand V. Donc pour un objet de forme cubique ou rectangulaire, on peut facilement mesurer son volume en multipliant ses arêtes. Donc par exemple, un volume d'un mètre cube, c'est un carré de 1 mètre de largeur fois 1 mètre de hauteur fois 1 mètre de profondeur. Maintenant, si j'ai un volume d'1 mètre de largeur, 2 mètres de hauteur et 1 mètre de profondeur, je multiplie les arêtes. 1 fois 2 fois 1, ça me fait un volume de 2 mètres cubes. Donc pour mon lingot, c'est pareil, je vais chercher mesurer toutes ces arêtes et trouver son volume. Si par exemple je mesure mon lingot et que je trouve qu'il fait 5 cm de largeur, 2 cm de hauteur et 8 cm de profondeur, ça me fait un lingot qui a un volume de 5 fois 2 fois 8, soit 80 cm3. Donc mon volume il est de 80 cm3, très bien, mais je veux trouver une masse volumique en kilogrammes par décimètre cube pour pouvoir comparer la masse volumique de mon lingot avec celle de l'or qui est donnée dans l'énoncé, 19,3 kg par décimètre cube. Donc ici il faut convertir notre volume en décimètre cube.
Et si on utilise un tableau de conversion, vous vous souvenez que pour les volumes, il y a 3 colonnes entre chaque unité. Ainsi, 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. Et donc mes 80 cm3, si je les place dans mon tableau, cela me donne 0,08 décimètres cubes. Alors maintenant que j'ai bien ma masse et mon volume dans les bonnes unités, j'applique ma formule 1 divisé par mon volume 0,08 et je trouve une masse volumique ρ de 12,5 kg par décimètre cube, étant donné que j'ai bien divisé des kilogrammes par des décimètres cubes. Je compare cette valeur avec la masse volumique de l'or. 12,5 c'est inférieur à 19,3, donc mon lingot malheureusement ce n'est pas de l'or pur, c'est probablement de l'or mélangé avec d'autres métaux. Passons à présent à un exercice d'application avec des liquides. Donc on va imaginer cette fois-ci que nous avons des liquides incolores devant nous, disposés dans 3 flacons, et il est impossible de les différencier. Donc je sais qu'il y a un flacon avec de l'eau, un avec de l'acétone et un avec de l'acide sulfurique. Mais j'ai perdu les étiquettes et je ne sais pas lequel est lequel. Donc, cependant, chacun de ces liquides, il a une masse volumique qui lui est propre, comme nous avons vu. Donc l'eau, par exemple, c'est 1 g par millilitre, puisque 1 ml d'eau pèse 1 g. 1 litre d'eau pèse 1 kg, etc. En revanche, l'acétone, on sait qu'elle a toujours une masse volumique de 0,784 g par millilitre. Et l'acide sulfurique, lui, il a toujours une masse volumique de 1,84 g par millilitre. Donc de la même manière que tout à l'heure, je dois trouver la masse volumique des liquides contenus dans mes flacons grâce à la formule de la masse volumique. Et pour cela, je dois connaître la masse et le volume de mes liquides. Donc pour la masse, on peut les mettre dans un récipient dont on connaît la masse lorsqu'il est vide, puis mettre tout ça sur une balance et retrouver la masse uniquement du liquide. Et concernant le volume, on peut mettre notre liquide dans une verrerie graduée, comme une éprouvette graduée par exemple, et on pourra lire le volume. Donc admettons que je suis en salle de TP, je réalise toutes ces manipulations et je récupère les masses et le volume de chacun de mes liquides dans un tableau. Je trouve par exemple pour le premier flacon, que je nomme flacon A, une masse de 200 g pour le liquide, sachant que le volume de ce liquide est de 255 ml. Je peux déjà donc calculer la masse volumique de ce premier liquide en divisant la masse par le volume, 200 par 255. Et cela va me donner une masse volumique de 0,784 g par millilitre. Étant donné que j'ai bien divisé des grammes par des millilitres, toujours. Donc en regardant le tableau sur les données des espèces chimiques, je constate que mon premier flacon, il contenait en fait de l'acétone, car c'est celui-ci qui a la masse volumique correspondante. Donc je répète le calcul pour mon deuxième flacon, 505 divisé par 276, ça me donne une masse volumique ρ pour mon flacon B de 1,84 g par millilitre. Donc mon flacon B, lui, il va contenir en fait de l'acide sulfurique. J'aurais pu deviner que mon flacon B, il allait avoir une masse volumique supérieure à 1, car le numérateur 505, il est supérieur au dénominateur 276. De la même manière, j'aurais pu deviner que mon flacon A, il allait avoir une masse volumique inférieure à 1, puisque le numérateur 200, il est inférieur au dénominateur 255. Et concernant le troisième flacon, le flacon C, je n'ai même pas vraiment besoin de faire mon calcul, puisque si je divise 250 par 250, je vais obtenir 1. Si le dénominateur et le numérateur sont égaux, on va trouver un résultat qui est égal à 1. Donc le flacon C, il va contenir forcément de l'eau, puisque c'est l'eau qui a une masse volumique de 1 g par millilitre. Donc j'ai bien pu identifier chacune des espèces chimiques présentes dans chacun de mes 3 flacons. Donc voilà pour la masse volumique qui est propre à chacune des espèces chimiques, mais qui n'est pas la seule mesure physique que l'on peut utiliser pour trouver, identifier les différentes espèces. En effet, chacune des espèces chimiques, elle va avoir des températures de changement d'état qui lui sont propres. Autrement dit, on va pouvoir identifier chacune des espèces chimiques d'un mélange, par exemple, grâce à ces températures de changement d'état. Par exemple, vous vous souvenez de l'eau qui passe de l'état solide à l'état liquide lorsque la température est de 0 degré Celsius. Donc si vous avez un glaçon qui se met à fondre à 0 degré Celsius, vous êtes sûr que votre glaçon il est composé d'eau. Pareil, si vous êtes en présence d'un liquide et que vous le chauffez jusqu'à le faire évaporer,
S'il s'évapore aux alentours de 100 degrés, vous êtes sûr qu'il s'agit bien de l'eau également. Mais ce n'est pas la même chose pour tous les liquides. Donc si on reprend les liquides incolores que l'on a vu tout à l'heure et qu'on regarde leur température d'ébullition, si on a un liquide incolore qu'on met dans une casserole et qu'on essaye de le faire évaporer, s'il s'évapore à 55-60 degrés, c'est qu'en fait c'est de l'acétone. Et si on est obligé de chauffer bien au-dessus de 100 degrés, de chauffer jusqu'à 337 degrés pour qu'il s'évapore, alors ce liquide ce sera de l'acide sulfurique. Donc on peut également penser aux métaux. Si on est en présence d'un métal mais qu'on ne sait pas duquel, on peut aller l'identifier grâce à ses températures de changement d'état. Si dès que j'atteins la température par exemple de 231 degrés, mon métal il commence à fondre, alors il s'agit de l'étain, si je regarde dans le tableau suivant. Si je dois chauffer mon métal jusqu'à 327 degrés pour qu'il fonde, il s'agit probablement de plomb. Et enfin, si à ces températures il n'a toujours pas fondu et que je dois attendre 1538 degrés pour qu'il fonde, mon métal c'était en réalité du fer. Donc en classe de seconde en chimie, on ne va pas vous demander d'aller faire fondre des métaux jusqu'à 1500 degrés. On n'a pas le matériel pour ça, mais en travaux pratiques, on va vous demander d'utiliser un banc aux fleurs par exemple. Donc c'est un appareil qui peut faire fondre des espèces chimiques jusqu'à environ 260 degrés à l'extrémité de l'appareil. Donc la température en fait elle augmente d'une extrémité de l'appareil à l'autre. Et on a plusieurs positions, chacune est graduée avec une température différente. Donc lorsqu'on met une poudre en fait sur l'extrémité du banc aux fleurs où se trouvent les basses températures, puis qu'on la décale progressivement vers la droite du banc aux fleurs pour voir ce qui se passe à des températures supérieures, à un moment, notre poudre elle va commencer à fondre. Et on va, grâce à cela, retrouver quelle est la température de fusion de notre espèce chimique. Et on va pouvoir découvrir de quelle espèce chimique il s'agit. Donc par exemple, si la poudre qu'on vous demande d'identifier, elle fond lorsque vous approchez de la position de 122 degrés Celsius sur le banc aux fleurs. Alors cette poudre, c'est en réalité de l'acide benzoïque. Si par contre, vous passez votre poudre à la position de 122 degrés, qu'elle ne fond pas, et qu'il vous faut la déplacer jusqu'à 146 degrés pour qu'elle commence à fondre, alors en fait, c'était du glucose. Maintenant, vous pouvez tout aussi bien avoir une poudre qui est un mélange de deux espèces chimiques. Par exemple, si vous arrivez sur la position de 122 degrés et que vous avez une partie de votre poudre qui commence à fondre, alors votre poudre c'était un mélange qui contenait de l'acide benzoïque. Si vous continuez de la déplacer jusqu'à 146 degrés et que cette température, le reste de la poudre fond, la deuxième partie de votre mélange c'était du glucose. Nous attaquons à présent la dernière partie de ce cours avec la séparation des espèces chimiques. Donc lorsqu'on est en présence d'un mélange, qu'il soit homogène ou hétérogène, on va pouvoir avoir recours à différentes techniques, différentes méthodes pour séparer les constituants de notre mélange. Par exemple, le jus d'orange avec de la pulpe. Vous pouvez bien distinguer le jus de la pulpe, donc vous êtes en présence d'un mélange hétérogène avec au moins deux constituants, le jus et la pulpe. Donc pour séparer ces deux constituants, on peut faire une filtration. C'est une technique assez simple que vous avez vue au collège. Donc on utilise généralement un entonnoir, un papier filtre pour retenir l'une des deux espèces chimiques. Et dans le cas du jus d'orange, on va retenir la pulpe dans l'entonnoir et on va récupérer finalement que le jus. La partie qu'on récupère lorsqu'on fait une filtration, on appellera ça le filtrat. Donc ici le jus d'orange sans pulpe recueilli, c'est le filtrat. Une deuxième technique assez simple que vous avez pu voir au collège pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène, c'est la décantation. Donc si on prend par exemple une eau boueuse, de l'eau mélangée avec de la terre, au bout de quelques minutes, on va constater que la terre elle va se déposer au fond du récipient. On aura alors une eau trouble dans les premières minutes, les premières heures, et si on attend plusieurs jours, on va finir par avoir une eau qui est complètement transparente et toute la terre qui s'est déposée au fond du récipient. On a donc bien réussi à séparer nos deux éléments. Si on veut récupérer l'eau transparente, on peut faire une filtration derrière. Mais en tout cas, pour la décantation, vous l'aurez compris, il suffit en fait d'attendre que les deux espèces chimiques se séparent par elles-mêmes. On peut prendre un autre exemple plus rapide que l'eau boueuse. Si on prend un tube à essai qui contient de l'eau et de l'huile, qu'on l'agite, nos deux phases elles vont entre guillemets se mélanger. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'eau et de l'huile sur toute la hauteur de notre tube à essai.
Puis si on attend quelques secondes, l'huile elle va reprendre sa place au-dessus de l'eau. Il s'agit donc bien aussi là d'une décantation. Et ensuite, si on veut récupérer une des deux espèces, en l'occurrence l'eau dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle une ampoule à décanter. Donc vous avez ça ici, il suffit d'ouvrir le petit robinet et d'attendre que la totalité du liquide inférieur coule dans un bécher avant de refermer le petit robinet. Et on se retrouve alors avec de l'eau dans un bécher et l'huile prisonnière dans l'ampoule à décanter. On a bien séparé les deux espèces de notre mélange. Donc maintenant nous allons voir un montage un petit peu plus compliqué mais intéressant pour séparer les constituants d'un mélange, puisque ce montage il utilise les différentes températures de changement d'état des espèces chimiques dont nous venons de parler. Donc pour cette technique, on met en place notre mélange liquide qu'on appelle en classe de seconde une solution chimique à l'intérieur d'un ballon. On chauffe le mélange jusqu'à ce que seulement un des deux liquides qui fait partie du mélange s'évapore. Comme nous avons vu tout à l'heure, chaque liquide va avoir sa propre température de vaporisation. Donc si on a une solution chimique qui contient par exemple de l'acétone qui s'évapore à 56 degrés et de l'eau qui s'évapore à 100 degrés, si je chauffe le ballon qui est en dessous à 60 degrés, je vais pouvoir faire évaporer uniquement l'acétone et garder l'eau dans le ballon. Et le reste du montage est en fait constitué d'un tube réfrigérant. On va pouvoir récupérer les vapeurs d'acétone et les refroidir pour qu'ils retournent à l'état liquide. Ainsi, dans un flacon qui est situé après le tube réfrigérant, on va pouvoir recueillir l'acétone liquide, sous forme liquide. Et puisqu'on a réalisé une distillation, le liquide qui est récupéré s'appellera ici le distillat. De la même manière qu'après la filtration, le liquide récupéré s'appelait le filtrat. Et enfin, la dernière technique de séparation que nous allons voir en classe de seconde, qui est importante, qui fait souvent l'objet d'un TP et que vous pouvez aussi retrouver lors de vos évaluations, c'est la chromatographie. Donc vous avez une plaque chromatographique sur laquelle vous tracez une ligne et où vous disposez un peu de chaque mélange que vous voulez analyser. Ici, par exemple, nous voulons analyser 5 mélanges. Le mélange X, le mélange A, le mélange B, le C et le D. Donc on place ensuite notre plaque chromatographique dans un récipient qui contient un liquide. Ce liquide, on l'appelle l'éluant. Et il faut bien faire attention à ce que l'éluant ne touche pas la ligne de repère où vous avez déposé vos mélanges. Et en peu de temps, vous allez pouvoir observer que l'éluant, le liquide, il va remonter sur la plaque chromatographique par capillarité. Et chacun des mélanges présents initialement sur la ligne de repère va migrer le long de la plaque chromatographique pour former une ou plusieurs taches de différentes couleurs et à différentes hauteurs. Donc lorsque le liquide il arrête de remonter sur la plaque, l'expérience elle est considérée finie et l'endroit le plus haut où s'est arrêté l'éluant, on l'appelle la ligne de front. Donc on peut alors passer à la lecture et l'analyse de cette plaque chromatographique. Et voilà ce qu'il faut savoir sur une plaque chromatographique. Chaque tache formée correspond à une espèce chimique. Ainsi, le mélange X contenait 3 espèces chimiques. Pourquoi? Parce qu'il a formé 3 taches distinctes au-dessus du dépôt. Maintenant, si une seule tache apparaît au-dessus du mélange, comme c'est le cas pour les dépôts B et D, alors en fait ce n'étaient pas des mélanges mais des corps purs, puisqu'ils ne contiennent qu'une seule espèce chimique. On a vu une seule espèce chimique, c'est un corps pur. Donc le dépôt X, c'est un mélange qui contient 3 espèces chimiques, puisqu'il y a 3 taches qui se sont formées au-dessus. Les dépôts A et C sont des mélanges qui contiennent 2 espèces chimiques, puisqu'il s'est formé 2 taches au-dessus des dépôts. Et les espèces B et D sont des corps purs. Donc, autre chose très importante à savoir sur les plaques chromatographiques, c'est que si deux dépôts forment une tache à la même hauteur, alors ils ont une espèce chimique en commun. Pourquoi? Car une espèce chimique précise va former une tache à une hauteur précise. Par exemple, si le dépôt B, qui on le rappelle est un corps pur, si c'est en réalité de la chlorophylle,
alors on va pouvoir dire que le mélange X, le mélange avec 3 espèces ici, il va contenir de la chlorophylle, puisqu'il forme une tache rouge à la même hauteur que le dépôt B. Le mélange A, quant à lui, qui est un mélange de 2 espèces chimiques, il contient lui aussi de la chlorophylle, puisqu'il a formé aussi une tache rouge à cette hauteur. Donc c'est ainsi que c'est à ça que sert aussi une plaque chromatographique, c'est à identifier quelles sont les espèces chimiques contenues dans différents mélanges. Donc par exemple, sur notre plaque chromatographique, si en D, on avait déposé de la xanthophyle, qui est un corps pur, et si en C, on avait déposé un mélange dont on voulait connaître le contenu, et bien grâce à cette plaque chromatographique, on va pouvoir dire que notre mélange C, il contient de la xanthophyle. Pourquoi? Parce qu'il a formé une tache à la même hauteur que la xanthophyle. Donc il y a de la xanthophyle et une deuxième espèce chimique, puisqu'il forme également une deuxième tache un peu plus haut. Enfin, une dernière chose qu'on peut vous demander en travaux pratiques, par exemple, c'est de donner le rapport frontal d'une espèce chimique. Donc chaque espèce chimique, elle va avoir un rapport frontal qui lui est propre. Et pour le calculer, donc, il faut mesurer la hauteur des petits h et du grand H sur votre plaque chromatographique. Donc le petit h, c'est la hauteur où l'espèce chimique forme une tache, et le grand H, c'est l'endroit où l'éluant s'est arrêté. Ainsi, la chlorophylle, par exemple, qui forme une tache rouge, elle a un rapport frontal de 6,5 cm divisé par 8 cm, puisque la tache formée par les chlorophylles, elle est à la hauteur de 6,5 cm, et que notre éluant s'est arrêté à 8 cm sur la plaque chromatographique. Donc le rapport frontal, il est finalement pour la chlorophylle de 0,81. Et la xanthophyle, qu'on avait déposée en D, elle a un rapport frontal de 0,19, puisqu'elle a formé une tache à une hauteur de 1,5 cm, et que l'éluant s'est arrêté, lui, à 8 cm. Donc si on divise 1,5 par 8, ça nous donne bien un rapport frontal de 0,19. Maintenant, l'espèce chimique qui forme une tache bleue et qui est contenue dans le mélange C, on ne connaît pas son nom, puisqu'on n'avait pas déposé de corps pur faisant une tache à cette hauteur, mais on peut néanmoins calculer son rapport frontal. Et étant donné qu'elle fait une tache à 5 cm, le rapport frontal pour l'espèce bleue, il vaut 5 divisé par 8, soit 0,63. Voilà qui conclut le premier chapitre de chimie niveau seconde. Nous avons donc revu des définitions et surtout nous avons vu comment identifier des espèces chimiques, soit avec les tests de reconnaissance, soit avec les mesures physiques. Passons maintenant au deuxième chapitre sur la caractérisation de la matière à l'échelle macroscopique, donc toujours tout ce qu'on peut observer. Et nous allons à présent parler des solutions aqueuses. Nous verrons dans un premier temps ce que c'est que la concentration massique d'une solution, et vous aurez d'ailleurs une première formule à retenir par cœur pour pouvoir calculer cette concentration massique. Puis nous verrons comment préparer correctement des solutions. Donc ce chapitre fait souvent l'objet d'un ou plusieurs travaux pratiques et vous devrez savoir réaliser une dissolution et une dilution. D'ailleurs, pour la dilution, vous aurez une nouvelle formule à retenir aussi. Enfin, nous aurons une troisième partie du cours où nous verrons ce que c'est que l'étalonnage, à quoi ça peut servir et comment tracer une courbe d'étalonnage. Commençons d'abord par une petite définition, vu que notre chapitre s'intitule « Solution aqueuse ». Qu'est-ce que c'est qu'une solution aqueuse? En fait, c'est un mélange à l'aspect liquide qui est constitué de plusieurs espèces, mais principalement d'eau. Donc, petit rappel sur le cours précédent, nous avions vu que lorsque nous sommes en présence d'un mélange liquide, en chimie on appelle ça une solution. Et si cette solution elle peut être obtenue en mélangeant deux espèces liquides, elle peut également être obtenue par la dissolution d'un solide dans un liquide. Et dans ce cas-là, on appelle le solide que l'on dissout le soluté, et le liquide qui a servi à dissoudre ce solide, on l'appelle le solvant. Donc ceci dit, si je prépare deux solutions avec le même solvant, par exemple de l'eau, et avec le même soluté, par exemple du sucre, mes deux solutions, elles ne vont pas nécessairement être identiques. Si je prépare une première solution en mettant une cuillère de sucre dans une fiole jaugée et que je la remplis avec de l'eau, et que je prépare une deuxième solution dans une fiole identique et que cette fois-ci je mets 3 cuillères de sucre avant de remplir la fiole, et bien je vais avoir deux solutions aqueuses différentes. Donc ce qui va changer entre ces deux solutions, c'est la concentration en sucre. On notera dans ce chapitre la concentration grand C. On peut même dire ici que la concentration en sucre de la deuxième solution, elle est plus forte que celle de la première solution. Elle est même 3 fois plus forte.
Donc au cours de ce chapitre, nous allons apprendre à calculer la concentration massique de nos différentes solutions. La concentration massique, on peut la noter grand C indice petit m également, et on la trouve en divisant la masse du soluté présente dans la solution par le volume de la solution. Donc la masse étant en grammes et le volume en litres, la concentration en masse, elle a pour unité le gramme par litre. En classe de seconde, on note gramme fois litre moins 1. Donc ici, attention, vous avez remarqué que cette formule de la concentration massique, elle ressemble fortement à la formule de la masse volumique que nous avons vue au chapitre précédent, mais il ne faut pas confondre les deux. Donc au chapitre précédent, lorsque vous calculez les masses volumiques de solution, c'est la masse de toute la solution que vous pesiez et que vous divisez par son volume. Et maintenant, pour la concentration massique, c'est uniquement la masse du soluté que vous allez peser et que vous diviserez par le volume de la solution. Donc voyons tout de suite un petit exemple. Si on utilise 40 g de sucre pour préparer une solution aqueuse de 200 ml, on introduit donc 40 g de sucre dans une fiole, puis on remplit la fiole avec de l'eau jusqu'à ce que la solution atteigne 200 ml. Attention, nous n'avons pas nécessairement mis 200 ml de solvant car le sucre occupait déjà un certain volume. Donc c'est bien notre solution finale qui mesure 200 ml. Et maintenant, si on veut calculer la concentration massique de cette solution que nous avons obtenue, nous allons diviser la masse du soluté qu'on a mis par le volume final de la solution. Et attention, si on veut obtenir une concentration massique en grammes par litre, il faut bien diviser des grammes par des litres. Donc il faut convertir notre volume. 200 ml, ça nous donne 0,2 litres. Et en divisant 40 par 0,2, on obtient une concentration massique de 200 grammes par litre pour notre solution. Donc quel avantage ça va avoir d'exprimer toujours cette concentration massique en grammes par litre? Eh bien, pour comparer la concentration de deux solutions entre elles, il faut obligatoirement qu'elles s'expriment dans la même unité. Par exemple, si on prépare une deuxième solution en faisant la dissolution de 5 kg de sucre dans un grand bac d'eau de 750 décimètres-cubes, laquelle des deux solutions sera la plus concentrée? Et si je calcule ma concentration massique en divisant des kilogrammes par des décimètres cubes, donc j'obtiens une concentration massique en kilogrammes par décimètre cube, qu'en classe de seconde on écrit kilogramme fois décimètre moins 3. Donc ceci n'est pas fondamentalement faux, mais c'est très peu utile pour pouvoir comparer la concentration de nos deux solutions. Il est en fait bien plus intéressant de faire des conversions pour toujours exprimer la concentration massique dans la même unité et pour pouvoir comparer les solutions entre elles. Donc en mettant par exemple toujours la masse en grammes, ici nos 5 kg de sucre, ils représentent finalement 5000 grammes. Et pour le volume, pareil, on va préférer l'exprimer en litres. Donc on fait notre conversion de volume, comme vous l'avez vu en classe de collège, dans un mètre cube, il y a 1000 litres d'eau. Et donc dans un bac de 750 décimètres cubes, ou bien 0,75 mètres cubes, on aura 750 litres d'eau. Alors cette fois-ci, si je divise une masse de soluté de 5000 grammes par un volume de 750 litres, je vais obtenir un résultat pour la concentration massique en grammes par litre. Donc ceci va nous permettre de comparer facilement nos deux concentrations massiques, puisque les deux résultats sont exprimés dans la même unité, et que 200, c'est supérieur à 6,67. Finalement, ma solution 1, préparée dans la fiole, elle est beaucoup plus concentrée en sucre que ma solution 2, préparée dans le bac. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et se demander combien de fois cette solution 1 elle est plus concentrée que la solution 2. Donc pour répondre à ce genre de questions en physique-chimie, nous allons calculer ce qu'on appelle un rapport. Donc c'est comme de se demander combien de fois un sac de 8 kg il est plus lourd qu'un sac de 2 kg. Le sac de 8 kg, vous le savez, il est 4 fois plus lourd que le sac de 2 kg. Mais pour obtenir ce résultat, ce que nous avons fait, nous avons divisé la plus grande valeur, 8, par la plus petite, 2, pour obtenir 4. Le sac de 8 kg est 4 fois plus lourd. Donc pour la concentration massique, on va faire pareil, on va diviser la plus forte concentration massique, à savoir CM1, par la plus faible, à savoir CM2, et on va obtenir 29,98 et quelque chose, que l'on va arrondir à 30, 30,0 pour ne garder que 3 chiffres significatifs. Et notre solution 1, finalement, elle est 30 fois plus concentrée que notre solution 2. Nous avons parlé donc de la concentration massique d'une solution que l'on obtient par dissolution. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus en détail à qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une dissolution. Par exemple, quand on va dissoudre du sucre dans l'eau.
Eh bien, lors d'une dissolution, les particules du solide, elles vont se séparer, devenir très petites et aller se placer entre les particules du solvant. Le soluté, il ne va pas vraiment disparaître, il devient juste invisible à l'œil nu. Donc cependant, si on essaye de dissoudre trop de soluté, les espaces où sont censées s'organiser les petites particules de solide, ils seront tous occupés. Et à partir de ce moment-là, où les espaces sont tous occupés, lorsqu'on va essayer de dissoudre encore du soluté, il va rester sous forme solide et se placer au fond de la solution. On dit à ce moment-là que la concentration maximale de la solution, elle est atteinte. Donc pour chaque soluté possible, il existe ce qu'on appelle une concentration maximale que l'on notera Cm max et au-delà de laquelle le soluté n'est plus capable de se dissoudre dans le solvant. Par exemple, le sucre, il a une concentration maximale de 900 g par litre dans l'eau. Cela veut dire qu'on peut dissoudre au maximum 900 g de sucre dans 1 litre d'eau. C'est beaucoup. On dit que le sucre, il est très soluble dans l'eau. Donc lorsqu'on a une solution aqueuse, donc sucre, eau, dont la concentration en masse de sucre elle est inférieure à 900 g par litre, comme c'est le cas des exemples que nous avons vus avec la fiole ou avec le bac, où on avait des concentrations massiques de 200 g par litre et environ 7 g par litre, et bien dans ce cas-là, le sucre il continue de se dissoudre. C'est-à-dire qu'on a toujours des petites particules de sucre qui vont trouver une place entre les particules d'eau. Par contre, si on a une solution dont la concentration massique dépasse les 900 g par litre, alors on va passer dans le cas où le sucre n'est plus capable de se dissoudre dans l'eau. Et on va obtenir un dépôt de sucre au fond de la solution. Et pour les autres solutés, cela fonctionnera de la même manière, mais avec des valeurs différentes pour la concentration maximale. Par exemple, pour le sel, qui se dissout également assez bien dans l'eau, mais pas autant que le sucre, on pourra atteindre une concentration maximale de 358 g par litre. C'est-à-dire que dans 1 litre d'eau, on peut dissoudre 358 g de sel. Admettons un instant que je dispose d'une poudre blanche qui est soit du sucre, soit du sel, mais que je ne peux pas goûter pour les identifier. Je peux juste faire une expérience chimique pour identifier les poudres, et pour cela je dispose d'une fiole jaugée de 200 ml et d'une balance. Donc l'expérience chimique que nous allons faire, c'est une dissolution. Et si nous avons une fiole de 200 ml, cela veut dire qu'on va forcément préparer une solution de 200 ml. Mettons tout de suite ce volume en litres pour pouvoir comparer la concentration de notre solution avec les concentrations maximales du sucre et du sel qui nous sont données en grammes par litre. Et intéressons-nous à la masse en grammes de poudre que nous allons devoir dissoudre. Ici, nous allons appliquer une formule avec 3 grandeurs, la masse, le volume et la concentration massique. Donc pour trouver une des grandeurs, la masse par exemple, il faut connaître les deux autres. Donc ici, ça va être à nous de choisir une concentration massique pertinente pour l'expérience et ensuite de calculer la masse. Si on choisit une concentration massique de 200 g par litre par exemple, que ce soit du sucre ou du sel, toute la poudre elle va se dissoudre et l'expérience finalement elle nous aura servi à rien. Et si on choisit une concentration massique de 1000 g par litre par exemple, que ce soit du sucre ou du sel, il va forcément rester de la poudre au fond de la solution à la fin de l'expérience, puisque les concentrations maximales, que ce soit du sel ou du sucre, elles auront été dépassées. Nous allons donc choisir une concentration massique intermédiaire. Par exemple, si je prépare une concentration massique de 500 g par litre, dans ce cas-là, si c'est du sucre, la totalité de la poudre, elle va se dissoudre. En revanche, si c'est du sel, on aura un dépôt de poudre au fond de la fiole, puisqu'on aura dépassé la concentration massique maximale du sel. Donc partons là-dessus, on souhaite préparer une solution de 0,2 litres qui aurait une concentration massique de 500 g par litre. Alors dans ce cas-là, quelle serait la masse de soluté, la masse de poudre que l'on doit mettre dans notre fiole? Et donc si je prends la formule de la concentration massique et que je fais passer le volume de l'autre côté pour isoler la masse, je constate que pour trouver la masse à prélever, je dois multiplier la concentration massique par le volume. Et donc si je multiplie 500 g par litre par 0,2, j'obtiens une masse de 100 g à prélever. Nous pouvons réaliser l'expérience, donc avec les 100 g de poudre prélevée et la fiole jaugée de 200 ml, nous allons préparer une solution de concentration massique 500 g par litre. Donc suite à cette expérience, si j'observe que mes particules de poudre se sont totalement dissoutes et qu'elles sont devenues invisibles à l'œil nu,
c'est que ma poudre était en réalité du sucre. Et cela parce que la concentration massique de ma solution, elle est inférieure à la concentration massique maximale du sucre. En revanche, si à la fin de l'expérience, on obtient un dépôt de poudre au fond de la fiole, cela signifie que la poudre n'arrive plus à se dissoudre. Et la poudre, dans ce cas-là, c'était du sel, étant donné que la concentration massique de notre solution, elle est supérieure à la concentration massique maximale du sel. Donc pour cette première partie du cours, il est surtout important de retenir la formule de la concentration massique et de savoir l'appliquer. Mais souvenez-vous également que chaque soluté a une concentration maximale qui lui est propre et au-delà de laquelle le soluté n'arrive plus à se dissoudre. Au cours de ce chapitre sur la concentration massique des solutions aqueuses, vous allez être amené à faire deux types de manipulations. Nous allons détailler un petit peu mieux le protocole de la dissolution déjà, que nous venons de voir. Donc avant de commencer l'expérience, il est impératif de connaître la concentration massique de la solution que vous allez préparer. Cela va vous permettre de savoir quelle est la masse de soluté que vous allez peser et que vous allez devoir dissoudre. Une fois que vous avez la quantité souhaitée de soluté, vous allez l'introduire dans une fiole jaugée d'un volume précis. Donc c'est le volume qui va vous permettre d'obtenir la concentration massique souhaitée. On utilise donc pour les dissolutions des fioles jaugées, puisqu'on a juste à les remplir jusqu'au trait de jauge pour avoir le volume souhaité de notre solution. En général, vous allez remplir votre fiole seulement jusqu'aux 3/4 et non pas jusqu'au trait de jauge, puisque vous allez voir que lorsque votre soluté va commencer à se dissoudre, vous allez avoir des petites variations de volume et on souhaite avoir un résultat final très précis. Donc on commence par remplir jusqu'aux 3/4 seulement. Ensuite, on bouche la fiole jaugée et on l'agite pour accélérer la dissolution du soluté. Et enfin, vous allez compléter votre solution en remplissant votre fiole jusqu'au trait de jauge, ce qui vous permettra d'avoir exactement le volume souhaité. Et vous pouvez agiter une dernière fois votre solution pour qu'elle soit bien homogène et que les particules invisibles de soluté soient présentes sur toute la hauteur de votre fiole. Donc, il y a un deuxième type de manipulation que vous allez être amené à faire au cours de ce chapitre, c'est la dilution. Donc, pour la dilution, c'est différent, on ne va pas dissoudre un soluté pour préparer notre solution, on va simplement faire une nouvelle solution d'une concentration massique différente à partir d'une solution qui existe déjà. La solution déjà existante, elle s'appellera la solution mère. Donc souvent le professeur il aura un gros flacon qu'il ne va pas vous donner, il vous donnera seulement un petit bécher rempli de solution mère et vous allez devoir en prélever une certaine quantité avec une pipette jaugée. Donc ça va vous permettre de prélever exactement le volume que vous souhaitez. Si vous voulez prélever 10 ml de la solution mère, vous utilisez une pipette jaugée de 10 ml. Si vous souhaitez prélever 20 ml de la solution mère, vous utiliserez une pipette jaugée de 20 ml. Puis vous viendrez placer votre prélèvement dans une fiole jaugée où vous allez faire votre nouvelle solution. Ensuite, vous ajoutez du solvant pour diluer la solution mère et obtenir une nouvelle solution que vous appellerez votre solution fille. Donc votre solution fille, par conséquent, elle est moins concentrée que la solution mère. De la même manière que pour la dissolution, vous ne remplissez pas directement la fiole jusqu'au trait de jauge, mais plutôt aux 3/4 pour agiter une première fois et homogénéiser votre solution fille. Ensuite, vous rajoutez finalement la dernière partie de solvant jusqu'au trait de jauge, qui indique le volume que vous souhaitez pour votre solution fille. Et vous agitez une dernière fois pour homogénéiser la solution finale. Donc, concernant la dilution, vous n'avez plus de masse à peser cette fois-ci, mais vous avez certaines grandeurs qui vont vous intéresser pour bien obtenir la bonne solution finale. Cette solution finale que vous appelez la solution fille, elle a une certaine concentration massique. On l'appellera concentration massique fille. C'est indice petit f pour aller au plus simple. Elle est donc obtenue à partir d'une solution initiale, appelée solution mère. Et cette solution mère, elle a une certaine concentration massique également, qui est plus forte, qu'on appelle concentration mère. C'est indice petit m. Donc généralement, ces deux valeurs de concentration massique, elles vous sont données dans l'énoncé. On vous demandera par exemple de préparer une solution fille de concentration CF égale à 50 g par litre à partir d'une solution mère de concentration CM égale à 300 g par litre. Et on vous donnera également le volume de la solution fille que vous allez préparer. On vous donnera une fiole jaugée adaptée à un certain volume de solution fille souhaité.
Et donc la plupart du temps, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de calculer le volume de solution mère à prélever, qu'on appellera V indice petit m, en utilisant la bonne pipette jaugée pour réaliser votre dilution. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir sur les dilutions? Déjà que la solution initiale, elle est appelée la solution mère, tandis que la nouvelle solution obtenue par dilution, elle s'appelle la solution fille. Ensuite, il faut savoir que les concentrations massiques des solutions mère et fille, elles sont reliées au volume de la solution mère à prélever, Vm, et au volume de la solution fille obtenue, Vf, par la relation suivante. Cm fois Vm égale Cf fois Vf. Donc attention aux unités ici, si vos concentrations sont en grammes par litre, vos volumes, ils devront bien être donnés en litres. Vous avez donc une équation, cette fois-ci avec 4 grandeurs. On vous en donnera toujours 3 et ce sera à vous de déterminer la quatrième, que ce soit au cours d'un exercice ou durant une séance de travaux pratiques. Et la majorité du temps, il vous faudra déterminer le volume de concentration mère à prélever, comme nous avons vu au cours du protocole. Voyons tout de suite un petit exemple. Ici, on vous demande de faire une solution à partir d'une solution existante de concentration mère Cm est égale à 12 grammes par litre. On veut que la solution fille fabriquée soit de 200 ml, donc on vous donne une fiole jaugée de 200 ml, et on souhaite que cette solution fille de 200 ml, elle ait une concentration massique de 3 grammes par litre. On connaît donc 3 des 4 grandeurs de notre relation. Il nous est alors possible de déterminer la quatrième, qui est le volume de la solution mère à prélever pour réaliser la dilution. Et donc, puisque c'est le volume de solution mère que je cherche, Vm, je vais l'isoler. Je vais donc passer le Cm de l'autre côté. Et vu qu'il était en haut, il va se retrouver en bas, au dénominateur. Donc, ce qu'on vient de faire en mathématiques, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise pour passer une grandeur d'un côté ou de l'autre, c'est qu'on a divisé des deux côtés par Cm, ce qui n'affecte pas l'équation. Et ensuite, on a pu simplifier à gauche en retirant un Cm au numérateur et un Cm au dénominateur. Mais en classe de seconde, vous commencez à être déjà habitué, on n'est pas obligé de réécrire cette étape à chaque fois. On peut directement isoler Vm et passer à l'application numérique. Attention toutefois ici, nous avions une concentration massique en grammes par litre, donc les volumes ils doivent être donnés en litres. Et donc on convertit 200 ml en litres, ce qui nous fait 0,2. Et on trouve donc un résultat en litres. Il s'agit du volume de solution mère à prélever. Je vais donc devoir prélever un volume de 0,05 litres de ma solution mère, ce qui correspond à un volume de 50 ml. Une fois que vous avez fait vos calculs, vous pouvez commencer la manipulation. Donc vous allez utiliser les pipettes jaugées qui sont à votre disposition. Il est assez rare d'avoir des pipettes jaugées de 50 ml, mais dans ce cas-là, vous pouvez faire plusieurs prélèvements. Par exemple, vous prenez une pipette jaugée de 20 ml, vous faites 2 prélèvements, vous êtes déjà à 40, et vous faites un dernier prélèvement avec une pipette jaugée de 10 ml, histoire de prélever en tout 50 ml de solution mère. Donc pour la dilution, il est essentiel de retenir et de maîtriser cette formule pour pouvoir bien réussir les manipulations pratiques. Et une dernière chose à connaître, qui est finalement assez intuitive, c'est le facteur de dilution, que l'on peut noter petit k, et qui va nous indiquer de combien nous avons dilué notre solution mère. Ou plutôt, combien de fois la solution fille elle est moins concentrée que la solution mère. Ce facteur de dilution petit k il peut être calculé de deux manières, par exemple en divisant la concentration de la solution initiale, Cm, par la concentration de la solution diluée, Cf. Donc pour reprendre l'exemple de la solution précédente, il s'agissait de faire une solution fille de concentration massique 3 g par litre à partir d'une solution mère de concentration massique 12 g par litre. Pour calculer le facteur de dilution, je divise 12 par 3 et je trouve 4. J'ai un facteur de dilution de 4, ce qui veut bien dire que j'ai une solution fille qui est 4 fois moins concentrée que la solution mère. Et ce facteur de dilution, il peut aussi être obtenu en divisant le volume de la solution finale obtenue par le volume de la solution mère utilisée pour la fabrication de la solution. Si on reprend toujours notre exemple précédent, nous avions calculé qu'il fallait prélever 50 ml de la solution mère pour finalement faire une solution fille de 200 ml en ajoutant de l'eau distillée. Donc si on divise 200 par 50, on se retrouve avec notre facteur de dilution qui est égal à 4.
Donc, toujours étant donné que notre solution phi elle est 4 fois moins concentrée que la solution mère. Donc vous aurez deux manipulations à maîtriser en classe de travaux pratiques concernant ce chapitre. La préparation d'une dissolution, où il vous faut peser la masse de soluté à mettre dans votre fiole jaugée, et la dilution, où il vous faut calculer le volume de solution mère à prélever et à mettre dans votre fiole jaugée. Donc il faut connaître par cœur ces deux formules qui sont à appliquer avant de réaliser vos manipulations. Et une fois que vous êtes bien au point avec ces procédés d'élaboration de solutions et avec la notion de concentration massique, nous allons pouvoir passer à la troisième partie du cours. La troisième partie de ce cours concerne l'étalonnage. Donc l'étalonnage, c'est ce qui va nous permettre de déterminer la concentration massique de solutions inconnues. Donc votre professeur, par exemple, il va préparer une solution qu'il appellera SX et il vous demandera de deviner quelle est la concentration massique, CX, de cette solution. Il vous dira que pour fabriquer cette solution, il a utilisé une solution mère de concentration massique 50 g par litre par exemple, et qu'il a obtenu sa solution inconnue par dilution à partir de la solution mère. Et ce que vous allez faire, maintenant que vous connaissez bien le principe de la dilution, c'est créer plusieurs solutions phi à partir de cette solution mère. Vous pouvez par exemple faire une solution S1 de concentration 40 g par litre. Donc pour préparer cette solution S1 de 200 ml, vu que vous avez des fioles jaugées de 200 ml, vous allez prélever 160 ml de solution mère, puis remplir jusqu'au trait de jauge. Ensuite, vous allez créer une seconde solution, S2, de concentration massique 30 g par litre par exemple. Donc si ce sont bien des fioles jaugées de 200 ml que vous avez à disposition pour l'expérience, cette fois-ci, vous allez prélever 120 ml de solution mère, puis remplir jusqu'au trait de jauge pour obtenir votre solution S2 de concentration 30 g par litre. Puis vous allez continuer à créer des solutions par dilution en calculant bien le volume de solution mère à prélever pour obtenir par exemple une solution S3 de concentration massique 20 g par litre, une solution S4 de concentration massique 10 g par litre, etc. Donc ces solutions S1, S2, S3, S4 que vous allez créer à partir de la solution mère S0 s'appelleront les solutions étalons. On pourrait finalement placer un peu de chacune de nos solutions dans des tubes à essai pour les observer. Et on va, grâce à nos solutions étalons, pouvoir deviner la concentration massique de la solution inconnue SX. Donc ici, par exemple, nous avons des solutions colorées. On peut déjà à peu près faire une estimation à l'œil nu. En effet, notre solution inconnue SX, elle est un peu moins foncée que S2, donc elle est moins concentrée que S2. Par contre, elle est un petit peu plus foncée que S3, donc elle est plus concentrée que S3. Donc finalement, on peut déjà affirmer que la solution inconnue, elle a une concentration massique comprise entre 20 et 30 g par litre. Donc c'est déjà bien de pouvoir dire à peu près quelle est la concentration de la solution inconnue, mais on peut être encore plus précis. On peut en effet tracer une courbe d'étalonnage qui va nous permettre de savoir exactement quelle est la concentration massique de notre solution inconnue. Donc une courbe d'étalonnage, elle va relier deux grandeurs qui sont proportionnelles entre elles. Et qu'est-ce qui va être proportionnel à la concentration massique? Et bien la couleur par exemple. Vous avez vu que plus une solution est concentrée, plus elle va être foncée. Ici c'est notre solution mère S0 par exemple qui est la plus foncée puisque c'est la plus concentrée. Et notre solution la moins concentrée, S4, c'est la plus claire. Donc ici, nous connaissons toutes les valeurs de concentration massique de nos solutions, puisque ce sont des solutions étalons que nous avons nous-mêmes créées. Et concernant la couleur, nous allons pouvoir obtenir une valeur d'absorbance grâce à un spectrophotomètre. Donc nous reverrons en classe de première comment fonctionne le spectrophotomètre en détail, puisque nous avons besoin d'avancer de quelques chapitres en physique pour bien comprendre. Mais chaque couleur va en fait absorber des radiations, et c'est cela qui va nous intéresser, puisque le spectrophotomètre il va nous donner une certaine valeur d'absorbance lorsqu'on va placer une solution à l'intérieur. Une solution foncée, comme la solution mère par exemple, elle va absorber beaucoup de radiations. Et on va donc obtenir une grande valeur d'absorbance. Pour cette solution S0 par exemple, on va obtenir 0,75. Donc sachez que les valeurs d'absorbance, elles sont comprises entre 0 et 1. Et cette valeur d'absorbance, elle va nous permettre de placer un premier point sur notre courbe d'étalonnage. Donc pour la solution mère, nous avons une concentration massique de 50 g par litre en abscisse et une absorbance de 0,75 en ordonnée. À présent, notre solution S1, qui est un peu plus claire, elle absorbera moins de radiation. Donc lorsqu'on va la placer dans le spectrophotomètre, on obtiendra une valeur d'absorbance de 0,60 par exemple.
Donc on complète notre courbe d'étalonnage en plaçant un second point, 0,6 d'absorbance pour une concentration massique de 40 grammes par litre. Si on place notre solution S2 et que le spectrophotomètre nous donne une valeur de 0,45, alors on place notre troisième point sur la courbe avec 30 grammes par litre en abscisse et 0,45 d'absorbance en ordonnée. La solution 3, où nous avons mis davantage de solvant, nous donnera par exemple une absorbance de 0,3. Et nous placerons également ce point sur la courbe, 0,3 pour 20 grammes par litre. Et enfin, notre dernière dilution, celle effectuée avec le plus gros facteur de dilution, et qui est la plus claire, S4, nous donnera une fois placée dans le spectrophotomètre une valeur plus faible de 0,15 par exemple. Bon, enfin, sachez qu'une solution incolore n'absorbe aucune radiation et ne donne aucune valeur d'absorbance lorsqu'on la place dans le spectrophotomètre. Donc vous avez finalement obtenu votre courbe d'étalonnage. Vous obtenez bien une ligne droite, étant donné que vos deux grandeurs, l'absorbance et la concentration massique, sont proportionnelles. Et pourquoi est-ce que nous avons fait tout ça déjà? Eh bien, pour trouver la concentration massique d'une solution inconnue. Maintenant que nous avons élaboré notre courbe d'étalonnage, nous sommes capables de trouver la concentration de n'importe quelle solution de manière précise en utilisant notre courbe. Il nous suffit pour cela de placer la solution inconnue dans le spectrophotomètre. Celui-ci va nous donner une valeur d'absorbance, par exemple 0,5. Et nous allons donc regarder sur notre courbe d'étalonnage quelle est l'abscisse qui correspond à une absorbance de 0,5. Et si on a bien tracé notre courbe d'étalonnage avec précision, en utilisant par exemple du papier millimétré, on trouvera que cette solution inconnue a en réalité une concentration massique de 33,5 grammes par litre. Donc à travers cet exemple, nous avons vu que l'étalonnage nous a permis de trouver la concentration massique d'une solution inconnue. Pour cela, il aura fallu créer plusieurs solutions étalons à partir de la même solution mère. Ces solutions étalons, elles avaient toutes des concentrations différentes que nous connaissions, puisque c'est nous qui les avions créées. Enfin, grâce à la courbe d'étalonnage, nous avons pu déterminer avec précision la concentration massique de la solution inconnue. Donc pour notre courbe d'étalonnage, nous avons utilisé l'absorbance, qui est une grandeur proportionnelle à la concentration massique. Mais l'absorbance, elle ne va pas nous permettre de résoudre tous les problèmes. Si on vous demande de trouver quelle est la concentration massique de sucre d'une solution au sucre, par exemple, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir faire de mesure d'absorbance, puisque ce sont des solutions incolores. Et quelle que soit la concentration massique de la solution, je me retrouverai avec une absorbance nulle. Nous avons vu que les solutions incolores, elles ont une absorbance qui est égale à 0. Pourtant, on va bien pouvoir avoir plusieurs solutions incolores au sucre de concentration massique différentes. Admettons qu'on a une solution mère de concentration massique en sucre 100 g par litre. On va pouvoir, comme tout à l'heure, réaliser plusieurs dilutions à partir de cette solution mère et obtenir des solutions filles de concentration différentes. Par exemple, 80 g par litre, 60 g par litre, 40 g par litre ou encore 20 g par litre. Et grâce à ces solutions étalons, je vais aussi pouvoir tracer une courbe d'étalonnage en utilisant cette fois une autre grandeur qui est proportionnelle à la concentration massique. En effet, toutes mes solutions, elles n'ont pas la même quantité de soluté. Et si je pèse 60 ml de la solution 1, je vais obtenir une masse différente que si je pèse 60 ml de la solution 2 par exemple. Donc si on commence par exemple avec la solution mère et qu'on trouve une masse de 96 g pour 60 ml de solution, on trouve en divisant la masse par le volume, attention ici c'est bien la masse de la solution, 96 g au numérateur, que l'on divise par le volume de la solution, 60 ml. Ça nous donne 1,6 g par millilitre pour la masse volumique. On peut donc commencer à faire une courbe d'étalonnage, cette fois-ci avec la masse volumique en fonction de la concentration massique. On peut aller placer notre premier point, puisque la solution de concentration massique 100 g par litre en abscisse nous a donné une masse volumique de 1,6 g par millilitre. À présent, si on pèse la deuxième solution, S1, et qu'on trouve une masse de 90 g pour 60 ml de solution, cela va nous donner une masse volumique de 1,5 g par millilitre. Je place donc le second point de ma courbe, 80 g par litre pour une concentration massique en abscisse et 1,5 g par millilitre pour la masse volumique en ordonnée. Maintenant pour la solution S2 qui a une concentration de 60 g par litre, si elle pèse 84 g, alors elle aura une masse volumique de 1,4 g par millilitre. Donc son ordonnée sera 1,4. Et son abscisse, la concentration massique,
sera de 60 grammes par litre. Si 60 ml de ma solution 3 pèse 78 grammes, alors S3 aura pour masse volumique 1,3. Je place mon point 1,3 en ordonnée qui correspond à l'abscisse 40 grammes par litre, puisque S3 a une concentration massique de 40 grammes par litre. Et enfin, S4, qui pèse 72 grammes pour 60 ml, elle aura pour abscisse 1,2 et pour ordonnée 20. Donc finalement, cette fois-ci, on a tracé une courbe d'étalonnage non pas en mesurant l'absorbance des solutions, mais en mesurant la masse des solutions pour calculer les masses volumiques. Toujours est-il qu'une fois de plus, grâce à cette courbe d'étalonnage, on va pouvoir déterminer avec précision la valeur de concentration massique d'une solution inconnue. Il suffit pour cela par exemple de peser 60 ml de la solution inconnue, et si la masse obtenue est de 87, je divise 87 par 60 pour trouver la masse volumique de la solution inconnue, qui est de 1,45 g par millilitre. Je vais alors regarder sur ma courbe d'étalonnage quelle est la concentration massique qui correspond à cette valeur. Et je trouve que ma solution inconnue, elle avait une concentration massique finalement de 70 grammes par litre. Donc nous avons vu comment faire des courbes d'étalonnage à partir de plusieurs solutions étalons de concentration massique différentes. Pour les solutions colorées, on peut mesurer l'absorbance des solutions étalons. Et pour les solutions incolores, on peut mesurer la masse volumique des solutions étalons. Et enfin, ces courbes d'étalonnage, elles nous permettent de deviner finalement la concentration massique d'une solution inconnue. Voilà qui conclut ce second chapitre de chimie, niveau seconde. Je vous laisse vous entraîner avec des exercices pour être capable de bien maîtriser ces deux formules. Et dans une prochaine vidéo, nous nous retrouverons pour parler de la modélisation de la matière. Donc comment est-ce qu'on va représenter des atomes par exemple.